Alors à vrai dire, il y a une conséquence là, de cette deuxième partie du théorème qui est super importante. Alors je vais rehausser ça juste ici, comme ça pour avoir un peu de place. Alors voilà, j'ai rehaussé ici là, ce qui m'intéressait. Là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais considérer le spectre de f comme lambda 1 jusqu'à lambda p. Voilà, comme ça. Je dis que le spectre de f, c'est lambda 1, lambda 2 jusqu'à lambda p, avec p évidemment qui est inférieur ou égal à n, qui serait la dimension de E, voilà, qui est juste ici. Et bien évidemment, lambda 1 jusqu'à lambda p, ce sont tous des réels aussi, ça c'est très important évidemment. Et p inférieur ou égal à n, hein, comme on l'a dit. Et ensuite, alors, on va prendre U1, U2 jusqu'à UP, des vecteurs propres de f attachés aux valeurs propres lambda 1, lambda 2 jusqu'à lambda p. C'est-à-dire que U1 qui est ici, il est rattaché à lambda 1, c'est-à-dire que U1 en fait, il appartient à quoi? Il appartient au sous-espace propre associé à la valeur propre lambda 1, pareil pour U2 vis-à-vis de lambda 2 et jusqu'à UP par rapport à lambda p. Là, tous les lambda i évidemment sont distincts 2 à 2. Alors la famille U1, U2 jusqu'à UP, donc la famille là, de tous ces vecteurs qui sont ici, elle est nécessairement orthogonale, c'est tout à fait logique, puisque U1, U2 jusqu'à UP, là, tous ces vecteurs-là, ils appartiennent chacun à un sous-espace propre différent. Or, on a dit que tous les sous-espaces propres de f étaient 2 à 2 orthogonaux. Donc, nécessairement, si vous faites une famille composée de vecteurs qui viennent de sous-espaces propres qui sont orthogonaux 2 à 2, nécessairement, vous allez constituer une famille orthogonale, nécessairement. Alors là, remarquez quand même que j'ai considéré le spectre de f en entier. C'est-à-dire que j'ai dit, voilà, le spectre de f, c'est tout ça. C'est lambda 1 jusqu'à lambda p, j'ai vraiment tout pris. Et ensuite, j'ai pris un vecteur propre associé à lambda 1, un vecteur propre associé à lambda 2, etc. jusqu'à un vecteur propre associé à lambda p, et qui s'appelle up. Bon, mais remarquez que ce théorème-là, il fonctionne en considérant moins de valeurs propres que le spectre tout en entier. Ce que je veux dire, c'est que, imaginons que je considère lambda 1, lambda 2 seulement, et donc les autres valeurs propres du spectre, je m'en fiche complètement, ok, je les élude, on va dire. Je considère simplement lambda 1 et lambda 2. Ben, si jamais je prends deux vecteurs U1 et U2, avec U1 qui appartient au sous-espace propre associé à la valeur propre lambda 1 et U2 qui appartient au sous-espace propre associé à la valeur propre lambda 2, bon, ben, la famille U1, U2, nécessairement, elle sera orthogonale. Ce serait exactement la même chose si je considérais seulement trois valeurs propres quelconques. Lambda 1, lambda 2, lambda 3, ou je ne sais pas, lambda 5, lambda 7 et lambda 10, ou d'autres, ou plus, ou moins. On s'en fiche du moment qu'après vous prenez des vecteurs propres de f rattachés à des valeurs propres distinctes de f, okay, ben nécessairement la famille de tous ces vecteurs-là, elle sera nécessairement orthogonale. Et ça vient tout simplement du fait que les sous-espaces propres de f, car f est un endomorphisme symétrique, n'oublions pas, tous les sous-espaces propres sont 2 à 2 orthogonaux. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Et maintenant, un dernier petit théorème pour la route. Vous prenez f, un endomorphisme de E, et cet endomorphisme f, il est symétrique. Si et seulement si, il existe une base orthonormale, super important, de E, okay, formée des vecteurs propres de f. Alors ça, ce théorème, on aura l'occasion de le voir et de le revoir dans les exercices, et en particulier dans un certain sens, parce que vous êtes d'accord que là, encore une fois, nous sommes face à une équivalence. C'est-à-dire que ça fonctionne dans ce sens-là comme dans l'autre. Mais à vrai dire, la plupart du temps, comment est-ce qu'on l'utilise, ce théorème? C'est dans ce sens-là. Si f est un endomorphisme symétrique de E, alors nécessairement, il existe une base orthonormale de E formée des vecteurs propres de f. Ça, c'est super intéressant. Et au passage, petite question qu'on pourrait demander en colle ou alors vite fait le jour d'un oral de concours, par exemple, quelle va être la matrice de f dans cette base orthonormale de E? Quelle va être sa forme? Nécessairement, elle va être diagonale, cette matrice. Et pourquoi? Alors ça, il faut vraiment bien l'avoir en tête, et si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, je vous conseille d'aller revoir le cours sur les bases. Vraiment, il faut l'avoir en tête. Imaginons que là, la base orthonormale de E en question, c'est B avec E1, E2 jusqu'à En. Imaginons. Alors là, on sait que E1, E2 jusqu'à En, là, ce sont des vecteurs propres de F. C'est-à-dire qu'ils sont tous associés à une valeur propre bien particulière de f. Ils peuvent être associés à la même valeur propre, à vrai dire, c'est tout à fait possible. Mais on va dire, imaginons pour le petit exemple que f admet exactement n valeurs propres distinctes, voilà, pour simplifier un petit peu la chose.
Donc E1 va être associé à la valeur propre lambda 1, E2 à la valeur propre lambda 2, etc. Donc voilà, je prends le spectre de f qui est lambda 1, lambda 2 jusqu'à lambda n. Et donc vous savez que pour tout i qui appartient à un n, et ben nécessairement f de ei est égal à lambda i ei. C'est ce qu'on a dit. Par exemple, f de E1, bah, c'est lambda 1 fois E1. E1 est un vecteur propre associé à lambda 1. Donc maintenant, si jamais on veut déterminer la matrice de f dans la base B qui est ici, comment est-ce que ça s'écrit? Alors déjà au niveau de la notation, c'est comme ça, mat de f dans la base B qui est là. Donc déjà, vous allez avoir une matrice carrée et chacune des colonnes de votre matrice va recenser les coordonnées de f de ei dans la base E1, E2 jusqu'à En. C'est-à-dire par exemple là que la première colonne, qu'est-ce que ça va être? Ça va être les coordonnées de f de E1 dans la base E1, E2 jusqu'à En. Voilà, dans cette colonne, vous allez lister les coordonnées de f de E1 par rapport à E1, à E2 et jusqu'à En. Or là, qu'est-ce que ça fait f de E1? On sait que f de E1, ça fait lambda 1 fois E1, nécessairement, puisque E1 est un vecteur propre de f. Donc là, la coordonnée de f de E1 par rapport à E1, ça va être lambda 1, voilà, comme ceci, mais alors après, nécessairement, les autres coordonnées de f de E1 par rapport à E2 et jusqu'à En, ça vaut 0, niet, vous n'avez que dalle, nécessairement. Voilà, comme ça, puisque f de E1, c'est tout simplement juste lambda 1 E1, et vous n'avez aucune coordonnée par rapport, enfin vous n'avez aucune coordonnée, vous avez 0 fois E2, plus 0 fois E3, plus etc., plus 0 fois En, vous n'avez rien d'autre. Les coordonnées de f de 1 par rapport à E2 jusqu'à En, ça vaut 0. Ensuite, la deuxième colonne, bah, ça va être les coordonnées de f de E2 dans la base E1, E2 jusqu'à En. Alors là, la coordonnée de f de E2 par rapport à E1, exactement comme avant, ça vaut 0, évidemment, mais f de E2, ça fait lambda 2 E2, donc là, la coordonnée que vous allez avoir juste ici, ça va être lambda 2. Voilà, comme ça, et après, vous n'avez que des zéros, encore une fois. Voilà, comme ça, etc., jusqu'à la dernière colonne qui sera la colonne de f de En. La voici, et d'abord, vous n'allez avoir que des zéros, évidemment, et vous allez avoir à la fin lambda n, puisque f de En, c'est lambda n fois En. Et voilà, comme ça. Et donc là, vous voyez bien que, nécessairement, vous êtes face à une matrice diagonale. Évidemment, il faut être bien à l'aise avec ça.